Bonjour chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui dimanche avec un nouveau collaborateur, Mathieu, et Odon Lafontaine qui était déjà là dimanche dernier pour poursuivre notre réflexion sur l'organisation de l'islam en France. Et d'ailleurs, cette émission, elle a pour titre « Non au projet d'islam de France ». Disons bien non au projet d'islam de France, c'est-à-dire tel que les choses se présentent. Et effectivement, depuis dimanche dernier, c'est pas nous qui avons fait sortir Monsieur El Karoui du bois. Il avait prévu d'intervenir, mais enfin, il est intervenu la semaine suivante, et puis d'autres aussi. Enfin, toutes les chaînes de radio et de télévision nous ont donné, évidemment, un petit peu quel était son projet. Et dans le même temps, on l'avait dit lors de la dernière émission, on sait que Monsieur Marouane Mohamed, qui ne fait pas confiance apparemment à nos préfets, fait sa propre enquête du côté des musulmans de France et qui doit publier, je pense, cet après-midi ses résultats. Si bien que on a un peu l'impression, pour les habitués des films policiers, en particulier des films américains, où, vous savez, il y a toujours quand on arrête un suspect, il y a deux inspecteurs, hein. Il y a un qui est méchant et puis l'autre qui est gentil, et c'est le contraste du méchant et du gentil qui fait que finalement le suspect se fait avoir et puis il dit ce qu'il voulait pas dire. Et on a l'impression que c'est un peu ça avec Monsieur El Karoui. Enfin, lui c'est le gentil, hein, et Monsieur Marouane Mohamed c'est le méchant. Et qu'au fond, on en revient au plan El Karoui dès le début, hein, qui est si vous ne voulez pas de l'islam, vous aurez l'islamisme. Ou on pourrait prendre aussi la position, si vous voulez, l'image de deux mâchoires de crocodile. Quitte à prendre des mâchoires, autant prendre des mâchoires qu'on voit et qui sont efficaces. Voilà, si vous voulez pas de la première mâchoire, eh ben vous aurez la seconde, mais dans les deux cas on est coupé, hein, voilà, en deux. Alors, je crois qu'il faut quand même reprendre les choses dès le départ et peut-être revenir sur la personnalité de Monsieur El Karoui, parce que bon, nous avons demandé de venir à cette émission, on aurait pu s'exprimer en toute liberté, nous n'avons pas eu de réponse. Peut-être qu'il a pas eu mon envoi, je ne sais pas, mais enfin, il n'y a pas eu de réponse. Bon, cela étant, il continue un peu à se présenter comme quelqu'un de neutre, c'est vrai qu'il est issu d'un père musulman, d'une mère protestante, donc voilà, mais je crois qu'il n'est pas si neutre que ça, cher Odon Lafontaine. Oui, effectivement, mon père... Hakim El Karoui a écrit un livre qui s'appelle L'Islam, une religion française, publié fin 2017, où il détaille son projet, son parcours, ses ambitions, et il affirme dedans avoir été contraint de s'intéresser à l'islam, de s'impliquer dans son organisation par le choc des attentats de 2015. Et il dit bien que c'est forcé et contraint parce que il ne voulait pas, en raison de son patronyme maghrébin, de ses origines, être ramené à ça, être un peu le musulman de service. Mais ce dont on se rend compte quand on va étudier un peu plus profondément sa biographie, c'est que il s'est intéressé à l'islam précédemment. Il a été le premier patron de l'Institut des cultures d'islam à Paris. Donc l'Institut des cultures d'islam, c'est officiellement un institut culturel censé présenter des cultures d'islam, mais on sait très bien que ce projet-là n'est que le faux-nez ou l'alibi pour la construction de mosquées. Et que, de fait, on peut se demander pourquoi est-ce que Monsieur El Karoui cache ceci dans son CV. Alors évidemment, il en est sorti parce que ça n'a rien d'infamant. Peut-être un petit peu pour lui, puisqu'il en a été éjecté, il en a démissionné de façon un petit peu précipitée, on le dit, un peu honteuse, parce que c'était en plein pendant les dites révolutions de Jasmin en Tunisie. Et on s'est rendu compte que Monsieur El Karoui, qui auparavant avait eu des fonctions très internationales et importantes dans certaines banques d'affaires et cabinets conseils, conseillait en fait le président Ben Ali. Et donc forcément,
ça faisait un peu tâche, et il a dû quitter la présidence de l'Institut des cultures d'islam. Mais plus profondément, il y avait beaucoup de gens que nous qualifions de bien, enfin qui allaient voir Monsieur Ben Ali. Exactement. On va pas donner la liste ici. Mais en fait, je pense que c'est plutôt vis-à-vis des musulmans eux-mêmes qu'ils se sentaient plus légitimes. C'est cela, oui. Parce que Ben Ali avait une politique de mise sous cloche du suprématisme musulman. Il n'empêchait pas les musulmans d'être musulmans chez lui. Il l'était lui-même, et il est réfugié en Arabie Saoudite. Donc, faut quand même mettre les choses à leur juste place. Oui, enfin, il faisait comme tous les chefs musulmans. On sait bien que le culte musulman dans tous les États musulmans est dirigé par l'État. Voilà, mais alors chez lui, il était particulièrement dirigé dans le sens peut-être d'une ouverture vers les valeurs françaises. C'est quand même en Tunisie que les femmes étaient les plus libres de tous les pays d'islam. La Tunisie, jusqu'à aujourd'hui, était le seul pays qui constitutionnellement pouvait garantir la liberté de conscience. Alors dans les faits, c'est autre chose. Les pratiques des musulmans, c'est autre chose. Mais bon, toujours est-il que Ben Ali n'était pas un personnage très aimé des musulmans, en particulier des frères musulmans qui ont plus ou moins pris le pouvoir depuis. Mais si on revient sur cette affaire de l'Institut des cultures d'islam et de la personnalité, donc de ce que ça révèle, de la personnalité de Monsieur El Karoui, les choses sont beaucoup plus graves que ça, à mon sens, parce que cet Institut des cultures d'islam n'a pas fleuri comme ça, comme les champignons après la pluie. Il est la résultante d'une subversion, on peut le dire comme ça, d'un activisme politique mené par des activistes musulmans qui, pendant des années, ont organisé des prières illégales de rue, en occupant les rues autour de la rue Mira, dans le quartier de la Goutte d'Or, pour faire pression, c'est un chantage, un réel chantage sur les pouvoirs publics, afin que les pouvoirs publics donnent des mosquées. Et les pouvoirs publics ont fini par céder, ils ont donné des mosquées, ils ont donné une caserne de pompiers, je sais plus, dans le nord de Paris, qui a été réaménagée en mosquée, et ils ont lancé ce projet d'institut des cultures d'islam qui visait en fait à contourner l'interdit du financement du culte par l'État, en faisant porter le projet cultuel par un projet dit culturel. Mais le projet culturel n'a pas d'autre but que de porter la mosquée. La preuve en étant que l'investissement, bien sûr, de construction de la mosquée en elle-même a été porté par les pouvoirs publics, par la mairie. Le fonctionnement de la mosquée à 90%, 70%, c'est-à-dire tous les fluides, l'électricité, l'eau pour faire les ablutions, par exemple, du vendredi, c'est-à-dire l'eau cultuelle. Tout ça, c'est payé principalement en majorité par l'Institut culturel, et donc c'est du financement détourné du culte. Et puis surtout, dans le fond, cet institut culturel n'aurait jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu la pression pour la mosquée. C'est la mosquée qui le fait exister. Et donc on a un monsieur El Karoui qui, de fait, en tant que président de cet institut, a cautionné le chantage politique, a cautionné l'occupation illégale des rues, a cautionné, comment on pourrait dire ça, le non-respect de la loi. Donc on peut se poser quand même des questions sur sa démarche aujourd'hui, sur sa sincérité, puisqu'évidemment, il ne parle pas de ça. Et notamment, dans son livre que j'ai cité, là, l'Islam, une religion française, il y a un petit passage très pudique sur sa présidence de l'ICI, et il indique en note de bas de page que Anne Hidalgo a mis fin au projet, parce que le projet avait pour but initialement de construire 2 mosquées. Il y a un deuxième site qui était prévu. Il dit, Anne Hidalgo a mis fin au projet, point barre. Il n'indique pas que c'est à la suite de toute une série de procès que le projet a été jugé finalement illégal. Notamment, je crois que notre ami Alain Wagner a été impliqué et a aidé en tant qu'expert à ce que ces procès se tiennent. Et c'est à cause de cela que le deuxième site n'a pas été finalement construit. Et donc, et que le projet aujourd'hui est, il est dans un espèce d'entre-deux administratif et légal. Il existe, mais il devrait pas exister. Il est financé, mais il faudrait rembourser. Oui. Et enfin, on est là dans un entre-deux assez curieux, quoi. Toujours est-il que ça rajoute encore, on va dire, au passif de Monsieur El Karoui, c'est qu'il a pris la direction d'un projet dont il fallait pas être grand clair pour comprendre qu'il était illégal, puisqu'il avait pour but de financer de façon dérivée. Et les pouvoirs publics ne s'en cachaient pas, ils se faisaient gloire d'avoir trouvé un moyen de contourner la loi de 1905. Donc il avait pour but de financer le culte sans le dire. Mais alors, il y a une question qui vient tout de suite, parce que nos auditeurs y pensent. Même 2 questions. D'abord, pourquoi M. El Karoui, tout d'un coup,
est balancé sur cette scène d'organisation de culte, alors que on ne voit pas très bien ce qu'il y a de plus qu'un autre pour faire ça. Sinon peut-être ce mystérieux Institut Montaigne qui semble constituer depuis quelques années un peu la loi et les prophètes pour les équipes dirigeantes de la Ve République. Exactement, c'est très curieux. Alors c'est curieux, c'est quoi l'Institut Montaigne ? C'est un institut C'est quand même pas une loge privé. maçonnique, hein. Non. Historiquement, enfin, c'est pas si ancien. Je suis pas un spécialiste de l'Institut Montaigne, mais je sais que ça vient notamment de Monsieur Bébéard, qui était au conseil d'administration de très nombreuses grandes entreprises françaises et qui voulait, alors ça, c'est un peu l'image d'Épinal, hein, le vœu pieux, qui voulait impliquer les grands décideurs français, les grandes entreprises françaises dans le bien du pays, dans la conduite des affaires du pays. C'est une bonne chose en soi. C'est une bonne chose en soi. Idée. C'est pas forcément une mauvaise chose. C'est une bonne idée. Mais même. de fait, derrière, on a affaire donc à un institut privé financé. Je tiens à en dire le plus grand bien. Hein, oui, donc, oui, vraiment. Enfin, je veux pas le. Vraiment, je cherche pas à l'accabler. Certainement. Mais bon, pas. il s'est quand même un peu retiré des affaires. Hein, à l'âge qu'il a maintenant, c'est dirigé l'Institut Montaigne par un monsieur Bigorgne. C'est présidé par Henri de Castres. Par exemple, c'est plus politique là maintenant. Là, on commence à rentrer dans la politique, dans la géopolitique, dans les grands intérêts internationaux. Henri de Castres, il est connu pour ses engagements dans des comment on pourrait appeler ça, des cénacles internationaux type Bilderberg ou trilatéral, je sais plus lequel exactement. Il avait été pressenti pour être le premier ministre peut-être de Monsieur Fillon, si Fillon, la candidature Fillon n'avait pas explosé en plein vol. Bon. Et Monsieur Bigorgne était lui-même, à côté de ça, un soutien de la première heure de Macron, de la République en marche, de Monsieur notre président, enfin, du candidat Macron à l'époque, avant même qu'il se déclare candidat. L'Institut Montaigne, je crois, je ne sais pas si c'est l'Institut Montaigne en lui-même ou Bigorgne à l'Institut Montaigne avait hébergé même le parti. La République En Marche, qui s'appelait pas encore En Marche, je crois, la République, qui s'appelait juste En Marche, pardon, à l'époque. Ils étaient à l'arrêt, ils allaient se mettre en marche. Voilà, exactement. Donc en fait, on va dire que l'Institut Montaigne était dans la cuisine politique depuis très longtemps, et que ce projet d'islam de France vient de loin, en fait. Il a été pensé bien avant 2016, quand les premiers rapports, le premier rapport rapporté donc par Hakim El Karoui est paru pendant la campagne. Le rapport dit « Un islam de France est possible » sur la base d'une grande étude de l'IFOP auprès de 1029 musulmans, nous montrant justement que une grande majorité de ces musulmans étaient qualifiés par le rapporteur lui-même d'islamistes, en fait, c'est-à-dire mettant la charia au-dessus des lois du pays. Enfin bon. Sauf que d'après toujours les réactions que nous avons pu observer durant le mois qui vient de s'écouler, les musulmans de France n'ont pas l'air d'avoir accepté avec enthousiasme les propos de M. El Karoui. Là, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur l'Institut Montaigne, c'est-à-dire que l'Institut Montaigne, en quoi représenterait-il les musulmans ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui aujourd'hui représente les musulmans ? Ça, c'est encore une autre question. Mais il faut se poser ces questions, qui est quand même elles sont fondamentales. Celle de ceux de comment dire, c'est on avait cité ça dans notre livre, La laïcité mère porteuse de l'islam, à propos de Napoléon. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. L'Institut Montaigne est financé par des intérêts privés, et on ne sait pas donc derrière quelles sont ses intentions. On a parlé de ses bonnes intentions affichées de participer du bien commun dans le pays, ça c'est une chose. Mais comment est-ce que d'un coup d'un seul, le rapporteur d'un rapport de l'Institut Montaigne peut avoir comme ça table ouverte dans tous les médias, et passer, comme vous l'avez dit, de radio en radio, en télévision, en plateau, sans même que soit questionnée sa légitimité. Voilà. On a des islamologues en France, on a des spécialistes de l'islam. C'est une question, disons, de droit. Dire Mathieu est juriste, voilà, donc il pourra. Peut-être qu'il intervienne. Bon, parce que tout de même, Monsieur El Karoui nous donne l'apparence, mais peut-être que nous nous trompons, d'être un responsable autoproclamé. Bon, ou du moins porté sur les fonds baptismaux par l'Institut Montaigne. Voilà, en gros, c'est l'impression qu'il donne. Bon, or, en France, il existe quand même un état de droit. Bon, on va me dire pour la religion.
il y a la loi de séparation de l'État, c'est la Sainte Bible de la République laïque, une et indivisible. Sauf que il y a un problème pour l'islam, même un double problème, c'est que, il n'était pas présent en métropole au moment où cette loi a été proclamée, et deuxièmement, l'islam n'est pas qu'une religion. C'est pas comme vous l'aviez dit, cher Odon Lafontaine, c'est pas le christianisme des Arabes ou des Maghrébins, des musulmans. C'est tout un ensemble de cultures, de processus juridiques, de lois, etc. Bon, qui fait que on ne peut pas lui appliquer la loi existante. Donc, il faut quand même, me semble-t-il, puisque nous vivons dans une démocratie où le peuple doit quand même avoir son mot à dire, et que quand même c'est pas une petite affaire que de parler d'un islam de France. Moi, je préférerais qu'on parle d'un islam en France, parce que l'islam de France, c'est aussi mauvais, à mon avis, que de dire, par exemple, l'Église catholique de France. Il n'y a pas une Église catholique de France, il y a une Église catholique en France. Voilà. Il y a un islam en France. Bon, voilà, organisation d'un islam en France, ça serait déjà mieux. Bon, cela dit, il y a quand même, je vous dis, cette question politique, et il faudrait quand même qu'il y ait une légitimité politique qui soit attachée à ceux qui discutent. Alors on a une question là, Mathieu, à ce propos. Oui, Père Dieu, je profite de votre analyse pour qu'on peut illustrer par ce commentaire qui est tiré d'un auditeur qui nous dit « Tant que les Français voteront pour des politiciens favorisant la dimitude, les choses ne feront qu'empirer ». Et derrière cette remarque, on a finalement la question un petit peu du courage politique, de la vision politique en France et de nos politiciens. Ouais. Et un petit peu, voilà, quelle vision... Il faut rappeler ce que c'est que la dimitude. La dima, c'est le régime préconisé par la charia et qui procède du Coran, une interprétation qu'en font les musulmans. Le régime sous lequel sont censés vivre les juifs et les chrétiens, et éventuellement les zoroastriens, si tant est qu'on en trouve encore, en pays musulmans. Pays musulmans. Ouais. C'est-à-dire, c'est codifié dans les manuels de charia, ça dépend des écoles juridiques, mais grosso modo, ils doivent payer un impôt minimal, je crois, de 1 dinar d'or par an, et possiblement plus. Ils doivent porter des signes distinctifs, ils ont un régime normalement d'humiliation, plus ou moins forte selon les écoles juridiques. En fait, derrière, ce dont on se rend compte, c'est que l'islam a une solution pour les juifs et les chrétiens, et qu'on peut être juif et chrétien en islam du moment qu'on se soumet au régime en question. Mais je voudrais revenir sur la question parce qu'elle me semble... On peut rappeler aux athées qu'eux, ils sont morts, les athées. C'est vrai que si on n'est ni juif ni chrétien, l'islam a beaucoup d'autres solutions. C'est la conversion à l'islam ou alors à la mort. Mais de toute façon, la dimitude, elle est proposée aux juifs et aux chrétiens dans le cadre d'une alternative assez comment dire, d'une offre qu'on ne peut pas refuser, pour parler comme dans les films de mafia, à savoir les musulmans arrivent, l'armée musulmane est là, on appelle à la conversion. Et alors là, à partir de ce moment-là, le choix, c'est soit on devient musulman, soit on se soumet et on reste chrétien ou juif, mais on rentre dans ce régime de la dima ou de la dimitude, soit on est tué. Et sa femme, ses enfants sont pris bien sûr en esclavage, le butin, et ainsi de suite. Ça, c'est historiquement ce qui s'est passé dans les pays conquis par l'islam. Et c'est cette vision-là qui prévaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, les musulmans qui sont chez nous sont pas cimetières à la main avec ce genre de contrat à nous proposer, mais c'est leur vision du monde et de l'histoire, en fait. Et il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, encore dans les années 50, le peuple européen s'en souvenait. Les Hongrois s'en souviennent très bien. Ils ont vécu, des centaines d'années sous le régime ottoman, ce qui peut expliquer certaines de leur orientation politique aujourd'hui. Les Polonais s'en souviennent.
Et les gens des Balkans s'en souviennent, les Serbes s'en souviennent, et ils l'ont encore vécu il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que l'agnostique ou l'athée, c'est la mort. Celui qui proclame son athéisme, celui qui n'y a pas de Dieu, c'est un sacrilège et un blasphème. Au fond, ils ont la même position que, c'est la mort ou la Robespierre. Que Robespierre, hein. On a affaire à des schémas idéologiques qui laissent pas de place, à la subtilité. Enfin, c'est ce qu'on appelle le totalitarisme. Tout est prévu dans le totalitarisme. Et ce qui n'est pas prévu doit être éliminé. Voilà. Enfin, ce qui n'est pas prévu, ce qui rentre pas dedans, stricto sensu. Mais je voudrais revenir sur cette question. On dit les hommes politiques ont fait le choix de la dimitude. Pas forcément. Alors non pas parce qu'il y en aurait qui n'auraient pas fait ce choix-là et qui voudraient reprendre le drapeau et se livrer à une forme de reconquista. C'est pas ça que je veux souligner ici. C'est que je pense moi que les hommes politiques s'inscrivent dans des schémas idéologiques où ils se prennent pour la race supérieure et qui prennent les musulmans pour la race inférieure, au sens de l'expression de Jules Ferry, reprise par Jean Jaurès d'ailleurs. Oui, mais c'était pas du racisme. Bien sûr, c'est pas du racisme au sens biologique. Parce que le racisme, lui, il élimine les races inférieures. Oui, non, je veux dire que le mot de race, on a fait changer son sens. C'est ça. Et aujourd'hui, il n'a plus quasiment que le sens de la biologie. Alors même qu'au temps de Pompidou, on parlait de la race française sans avoir à y mettre des arguments biologiques. Oui. Et c'est moi, j'ai vu changer le mot. J'ai vu changer le sens. Voilà. Oui, j'ai vu changer. Enfin bon, Mon grand âge me permet de dire ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a retiré de la Constitution, à cause de changement de sens. Et donc on a affaire à des politiciens qui ont favorisé l'islam, qui lui ont fait un marchepied. C'est exactement le sujet de notre livre, mon père, la laïcité, mère porteuse de l'islam, où on décrit ce phénomène par le menu. Oui, c'est bien pour ça qu'on ne parle pas de notre livre, justement, parce que ça gêne beaucoup de gens. Voilà. Et en fait, en pensant que, bien sûr, eux, appartenant à la race des Lumières, oui, ne seraient jamais inquiétés par ces êtres inférieurs et par cette philosophie ou cette religion venue des âges obscurs qu'est l'islam. Allez demander ça aux Mères Rouges, par exemple, qui, eux, étaient justement, s'inscrivaient dans les Lumières. Aujourd'hui, ils sont devenus des mères islamistes. Oui. Peut-être encore communistes, mais de fait islamistes. Ils donnent des salles de classe et des ressources à des islamistes pour qu'ils fassent leur islamisme. Donc il n'y a pas de dimitude là, vous voyez bien. Je dirais que même dans l'Église, on n'est pas indemne de reproches dans l'Église catholique au sujet du prêt de salle. Enfin, voilà. Ça, je vous en parlerai, je pense, dans votre émission suivante. Peut-être, oui. on verra ça. Enfin, oui. Il y a aussi des choses qui devraient cesser. Oui. Et là, il y avait quand on parlait d'Hakim El Karoui, de l'Institut Montaigne, il y a une chose sur laquelle je reviendrai bien, c'est on pourrait dire l'espèce il faudrait qu'on décrypte l'opération de subversion, en fait, que ça représente, et qui est, comme on l'a souligné, une opération au long cours. Il y a une succession de rapports, de livres. Il y a la mise en scène d'une opposition entre ce que serait un bon islam modéré que nous propose Hakim El Karoui, qui s'apparente vraiment à un vœu pieux, face à un islam islamiste méchant, et on y retrouve en fait dans cette démarche ce que je trouve être moi le modèle de la République en marche, enfin du mouvement en marche, et d'Emmanuel Macron dans son positionnement politique, c'est-à-dire une sorte de progressisme dont la qualité principale n'est pas le contenu mais le mouvement. Il faut aller vite, très vite, et c'est ça qui fait la qualité de la démarche. C'est ça qui fait de nous des progressistes. Et donc on fait table rase de ce qui existe, on cherche des nouvelles têtes, on discrédite tous les acteurs du monde d'avant. C'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron en matière politique, et c'est ce que fait Hakim El Karoui dans sa démarche. C'est-à-dire que les structures existantes, les acteurs d'aujourd'hui et d'hier sont renvoyés, comme on peut dire, à leur ringardise, à leur obscurantisme de fait, parce que voilà voilà qu'arrivent sauf que le travail vis-à-vis des politiques d'éliminer des vieux politiques, c'est plus facile que d'éliminer des croyances. Ah oui, non, mais là je parle de personne. Je vous parle de personne. Par exemple, Hakim El Karoui a dressé un tableau très très noir du CFCM.
rappeler ce que c'est, le Conseil musulman. Le Conseil français du culte musulman, qui a été créé sous l'égide de Chevènement puis Sarkozy et qui visait en fait à organiser les lieux de culte. Et qui effectivement, moi je partage tout à fait le constat que fait Hakim El Karoui dans ses rapports et son livre. Moi aussi, parce que ça est une coquille quasi vide. Elle représente des intérêts antagonistes étrangers pour l'essentiel, entre les musulmans d'Algérie, du Maroc, de Turquie. Et elle n'a même pas de budget propre. Hein. Je crois qu'elle a 30 ou 35 000 euros de budget annuel. Même pas donc de quoi faire vivre un chargé de mission. Elle n'a pas de site internet, elle n'a pas de communication officielle. Donc, bon. Mais elle existe. Elle a un président qui, lui, a un compte Twitter, à défaut de site internet, Ahmet Ogras, qui donc émane de l'islam turc et représente les intérêts de la Turquie, et qui n'a pas de mot assez dur contre Hakim El Karoui, parce qu'il sent bien que Hakim El Karoui va lui réserver le sort des politiciens du Parti socialiste ou des républicains après que la vague Macron est passée. C'est-à-dire qu'il risque fort de faire partie des hommes du passé et que dans l'islam de France de demain, celui que préconise Karoui, on retrouvera pas ces personnages-là. Il y aura certainement encore l'islam turc, hein, ça faut pas se leurrer, hein, il va pas disparaître comme ça, mais ce sera peut-être plus sous le visage de ce monsieur. Mais d'autant et plus, de fait, d'autant plus que derrière l'islam turc, il y a quand même M. Erdogan. Bien sûr, mais très fort. Donc, non seulement il y a M. Erdogan, mais il y a surtout une minorité turque. Voilà. On transforme pas un Turc en Français en claquant des doigts, hein, et ce d'autant plus que, comme vous le dites, il y a des croyances derrière, il y a des leaders d'opinion, mais alors moi je me demande, je pose une question parce que on parle de subtilité à propos de M. El Karoui. Comment peut-il imaginer une seconde qu'il peut être pris au sérieux quand il nous dit pour lutter contre l'islamisme, il faut apprendre l'arabe à tout le monde, comme ça on pourra avoir recours au Coran. C'est comme si dans les années 70, les anti-intégristes et anti-messe Saint-Pie V avaient dit il faut apprendre le latin à tout le monde pour qu'ils puissent avoir recours à ce texte horrible qu'est la messe de Saint-Pie V. Je sais pas moi qui dis ça, mais c'est ce que pensaient en fait les gens de cette époque. Je les ai bien connus, et comme ça ils pourront se rendre compte par eux-mêmes. Mais de qui se moque-t-on là? C'est un argument qui est tout à fait déconnecté de la réalité. D'autant plus que dans le livre d'Hakim El Karoui, que j'ai vraiment décortiqué, l'islam, une religion française, il explique bien que s'il faut faire apprendre l'islam aux petits-enfants, s'il faut faire apprendre, vous voyez mon lapsus, il est très révélateur, s'il faut faire apprendre l'arabe classique aux petits-enfants, c'est pas forcément pour qu'ils regardent Al Jazeera et qu'ils comprennent la présentatrice. L'arabe classique, c'est la langue arabe, comment on pourrait dire, lingua franca. Mais qui n'est pas parlée réellement. Hein. Elle est parlée par les journalistes éventuellement, mais elle n'est pas. C'est pas une langue dialectale. En Algérie, on parle un dialecte algérien de l'arabe. Au Maroc également. Les Marocains et Algériens peuvent se comprendre bien sûr, mais la première langue étrangère parlée en France, c'est pas l'arabe, hein, c'est le berbère. C'est pas la même langue. C'est pas la même langue. Hein. Et donc l'arabe classique qu'on veut faire apprendre, il faut réaliser que l'essentiel, par exemple, de la production éditoriale en arabe classique, on écrit en arabe classique, hein, c'est constitué de littérature religieuse. De littérature musulmane, hein. Je parle pas de la Bible et des chrétiens d'Orient. Là. L'arabe classique s'apprend notamment avec des passages du Coran. Si demain on doit faire apprendre l'arabe classique à l'école, on va avoir à former beaucoup de professeurs d'arabe qui viendront eux-mêmes avec leur méthode issues comment on peut dire, issues de l'islam lui-même. Et ce notamment, ça on va en parler tout à l'heure, n'allons pas trop vite sur le sujet, parce que c'est ce que veulent et ce que soutiennent et ce que font les pays musulmans eux-mêmes. Avec une stratégie d'apprentissage de l'arabe pour apprendre le Coran. Oui, donc revenons sur cette affaire. Sur cette question de l'arabe à l'école. Oui. Ça dépend du ministère de l'Éducation nationale. Bon, mais le ministre ne peut pas décider ça tout seul. Il faut quand même avoir recours, me semble-t-il. Le peuple a son mot à dire là-dessus. Comment est-ce qu'il pourrait le dire ? Le problème, c'est qu'on passe allègrement sur les volontés du peuple. Hein, Oui, mais il y a bien un moyen tout de même juridique de consulter le peuple, peut-être tout de même. Alors, nous avons une constitution.
On pourrait éventuellement faire des référendums, mais enfin, moi, je suis persuadé que l'on ne vit plus en démocratie. L'élection d'Emmanuel Macron, on l'a bien prouvé, hein. Il était minoritaire au premier tour, même s'il était le premier, et il a été élu. Grâce à une martingale électorale qui fait que on peut passer sur la contre. Il y avait une majorité de gens. Si on leur demandait si on leur avait demandé leur avis au premier tour, et on leur a demandé, qu'ils n'ont pas voté pour Macron quand même. Oui, mais je sais bien, mais ça c'est le système malheureusement qui veut ça, et dont la c'est malheureux. avait été dénoncée dès 1962. Quand le général de Gaulle avait voulu l'élection du suffrage universel direct, pas du président de la République, et qui avait été aussi dénoncé dès 1946 par Léon Blum sur ce mode d'élection. Hein. Oui. Parce qu'il disait que ça conduirait à un régime présidentiel et un pouvoir personnel. Voilà. Alors, il ne taxait pas de dictature, mais ça conduit au pouvoir personnel. Alors, c'est moins le pouvoir personnel que je souligne là que la cuisine électoraliste, voilà. Avec un pouvoir qui n'est pas contrôlé, qui est celui des médias, voilà. Qui peuvent décider qui est candidat, qui n'est pas candidat, qui est digne d'être élu, qui est indigne d'être élu. On l'a bien vu, il y a eu un premier débat qui a été organisé, où on a mis ensemble les grands candidats, c'est-à-dire que des gens ont décidé qui était digne d'être grand candidat, et qui, alors bon, on va dire que je sais pas moi, il y a des candidatures farfelues, qui sont évidemment farfelues, mais enfin, quand on a eu qui sont ces gens, qui sont ces milliardaires qui possèdent les médias et qui décident à la place du peuple? Bah oui, monsieur. On peut pas parler de souveraineté et de démocratie dans ce cas. J'appelle ça, moi, une plutocratie. Oui, non, mais je suis d'accord. En fait, le président de la République, au lieu... Avant, il était désigné tout de même par les sénateurs et par la Chambre des députés, ce qui faisait tout de même, quoi, en gros, 1200 personnes, peut-être, qui décidaient, hein. Voilà. Maintenant, ça se décide à une dizaine de personnes. En fait, ceux qui tiennent les médias. Voilà. Ceux qui tiennent les médias. Parce que vu le coût, si on veut aussi, il y a la question d'argent. Moi, j'ai participé, autant j'étais pasteur, j'ai participé à plusieurs campagnes électorales, de 1974 à 1995 inclus. Et il y a une chose que je tiens à dire, c'est la montée effarante des prix d'une campagne de 74 à 95, et je pense que ça peut être en déclinant, et qu'il était impossible, même avec la loi qu'a faite M. Mitterrand sur le financement des partis, des campagnes. Il était impossible, et je pèse mes mots, pour un parti politique de mener les choses honnêtement. Compte tenu de ce Barnum Circus qu'est l'élection. Villiers l'avait révélé. Il expliquait que dans la campagne, quand il s'était allié avec Pasqua, la campagne des européennes, tout avait changé pour lui du moment où Jimmy Goldsmith était arrivé avec son argent et qu'il avait commencé de pouvoir acheter les sondages. Et là, d'un coup d'un seul, il était devenu respectable. Les sondages le mettaient à 10% et plus. Et il nous a bien expliqué que c'est l'argent qui fait qui fait la légitimité d'une candidature. Hein. Tout à fait. C'est une histoire que je connais bien plus. Si on revenait à nos moutons, mon père, parce que on parlait de l'arabe et de la raison pour laquelle Karoui voudrait le mettre à l'école. J'ai pas eu le temps de développer. J'ai juste eu le temps de faire ce lapsus. Les raisons qu'invoque Karoui sont mais complètement fallacieuses. C'est-à-dire que, selon Karoui, il faut faire apprendre l'arabe aux enfants à l'école pour ne pas qu'ils aillent l'apprendre à la mosquée. C'est-à-dire de peur qu'à la mosquée, ils soient embrigadés, voilà. Mais ce qui est déjà un signe, il avoue que dans les mosquées, on est embrigadés en disant ça. Mais ça, de toute façon, c'est un signe. Son livre et ses rapports, c'est là où on voit la subversion, c'est que ses rapports et ses livres disent le contraire de leur titre. Le livre, l'islam, une religion française, le rapport, un islam de France est possible. Leur contenu dit l'islam en France est majoritairement islamiste. L'heure est très grave. Et de fait, qu'est-ce qu'on a comme titre? Et c'est ce que vont retenir les gens en général, puisqu'on ne lit que les titres, hein, bien sûr. Bah non, l'islam c'est français, l'islam il n'y a pas de problème. Mais si je reviens à notre affaire, c'est... Pourquoi est-ce qu'il veut faire apprendre l'arabe aux enfants à l'école? À cause de l'islam, et pas autre chose. C'est là où on voit qu'il y a quand même une espèce de subversion. S'il n'y avait pas d'islam, les enfants n'apprendraient pas, on ne voudrait pas faire apprendre l'arabe classique aux enfants. Mais bon.
Et quand on regarde un peu plus profondément les rapports, les livres de Karoui, on se rend compte que cette mesure, elle est complètement téléguidée. Enfin, elle apparaît comme conclusion dans les rapports sans qu'il y ait de lien avec la réalité qui est décrite. Et de fait, elle ne vient pas de la réalité décrite, elle vient, à mon sens, de pressions exercées par les pays musulmans eux-mêmes. Elle vient de la réalité de l'islam, qui se conçoit comme une communauté en soi, dont la langue est l'arabe classique, et qu'il faut pouvoir parler l'arabe classique pour pouvoir lire le Coran et maintenir son identité musulmane. Bon, ça c'est un des éléments, je pense, de la subversion de Karoui. C'est-à-dire que cette mesure apprentissage de l'arabe à l'école, on en parle un petit peu, mais au final, c'est pas à cause de cette mesure qu'on se décidera à appliquer le projet de l'islam de France comme Karoui l'a défini. C'est parce que Karoui agite de l'autre côté le chiffon rouge islamiste qui a le mauvais policier, comme vous le disiez à l'introduction, et qu'on affole les gens avec l'islamisme. Et c'est le but du rapport qui a été publié il y a 4 semaines, donc La fabrique de l'islamisme, un rapport très intéressant en soi, mais je trouve parfaitement indigent sur le plan des causes. Un rapport de 617 pages, conduit par Hakim El Karoui, qui a fait travailler une équipe de 6 ou 10 stagiaires, consultants, plus des experts pendant 1 an, et qui nous a décrit par le menu la genèse des nouveaux mouvements islamistes, le wahhabisme, l'islamisme en Inde avec le tabligh, les frères musulmans et autres, sans jamais que ne soit vraiment explicité, comme nous l'avons fait dans notre livre, mon père, tout seigneur, tout honneur, les liens profonds entre l'islam et ce que Karoui appelle l'islamisme. Ça procède de l'islam, c'est la vision du monde de l'islam, ce sont les textes de l'islam, c'est la réaction de l'islam à la modernité. Alors de là à dire que l'islamisme n'est pas l'islam et qu'il existerait un autre islam qu'on pourrait mettre en avant dans la seule France pour pouvoir préserver nos musulmans, puisque Karoui décrit que le monde entier a été maintenant gagné à l'islamisme, cet islam-là n'existe pas, cet islam modéré que Karoui veut mettre en avant. Mais il est urgent de ne pas y penser parce que on agite le chiffon rouge, attention, islamisme. J'avais une question justement qui complète l'autre question de tout à l'heure et qui, à mon avis, peut répondre à votre affaire de chiffon rouge, enfin peut répondre. Une question de Gilles. Bonjour, je pense que les hommes politiques ont tellement peur de soulèvement de ces populations qu'ils leur accordent ce que leurs représentants leur réclament. Bref, ils agissent d'abord par lâcheté et ensuite par intérêt électoral. Chers auditeurs. On en vient à ce point-là. Il y a 50 ans, ils agissaient pas par lâcheté. Ils agissaient par idéologie, par mépris envers les musulmans eux-mêmes. Aujourd'hui, qu'il commence à y avoir des minorités, voire des majorités de musulmans. Je pense que le maire de Sevran, par exemple, quand il donne des salles de classe à des islamistes pour qu'ils fassent leur islamisme, je sais pas s'il est lâche ou pas, mais je doute qu'il ait beaucoup d'autres choix s'il veut être réélu. Mais c'est pas forcément le cas de tous les hommes politiques. Moi, je pense à Xavier Lemoyne, c'est quelqu'un qui mène une politique droite, droite, pas forcément au sens de à droite, mais oui. Une politique juste en fait, et qui s'en laisse pas compter, quoi. Heureusement, tout le monde n'est pas lâche quand même. Tout le monde n'est pas lâche, mais c'est vrai que la remarque de l'auditeur est juste. Elle est juste, mais elle est tout à fait juste, oui. Alors, oui. Avançons un petit peu quand même, parce que islamisme, ça revient encore. On en revient toujours là, mais que faudrait-il donc faire pour que les gens arrêtent ? C'est la poursuite du pas d'amalgame, au fond. C'est exactement ça. C'est la poursuite du pas d'amalgame. C'est la... Au fond, et qui pourtant, il faut le rappeler, on l'a dit, mais on va quand même le rappeler, que le grand imam de l'université d'Al-Azhar, prié par le maréchal al-Sisi, de réformer l'islam et d'excommunier Daesh, n'a fait ni l'un ni l'autre. Voilà. Et en disant que, certes, ce que faisait Daesh, c'était pas bien, mais c'était quand même écrit dans le Coran.
Oui, le Coran et la tradition musulmane. Et la tradition musulmane, et les a pas excommuniés. Alors, je regrette, peut-être qu'il n'est pas, évidemment, il n'a pas l'autorité sur les musulmans que le pape peut avoir sur les catholiques. Mais enfin, si du côté catholique, nous avions eu, je ne sais pas, un mouvement du genre Daesh, je suis sûr que le pape François les aurait excommuniés. Oui. Je pense même que c'est arrivé dans l'histoire. Hein. Ah, tout à fait. Récemment, enfin, il y a 3 ans, il y a eu le cas à Rome d'un SS qui est mort très vieux, donc, et le pape François a considéré qu'il était excommunié et a fait fermer toutes les églises. Oui. Voilà, il a appliqué la règle qui consiste à pas d'obsèques, pas d'honneur des funérailles chrétiennes à quelqu'un qui est excommunié de la thèse sentenciée, qui s'est repenti. Bon, on peut envoyer un prêtre dire des prières chez lui, mais il n'entrera pas dans une église. Bon, donc on peut le faire. Alors, l'islam peut aussi excommunier, puisqu'il excommunie bien, comme nous d'ailleurs, les apostats. Hein? Tout à fait. Sauf que nous, on tue pas les apostats. Voilà, ils sont excommuniés, la thèse sentenciée, mais ils sont pas tués. Non, on en revient toujours à cette affaire, c'est que l'Occident ne veut pas voir l'islam pour ce qu'il est, mais il le voit qu'au travers de ses propres fantasmes. Il dit que c'est une religion. Je fais des guillemets avec mes mains. Bien sûr. C'est-à-dire, en fait, que l'islam serait quelque chose calqué sur le modèle du christianisme, qui est ce qu'on connaît, nous, en Occident. Ça ne marche pas comme ça. Les musulmans du monde entier définissent pas l'islam comme ça. Et si on va lire même les rapports de Monsieur El-Karoui, qui se réclame, lui, d'un islam qui ne serait pas islamiste, ces rapports disent le contraire. Il le dit lui-même, le monde entier est gagné par l'islamisme. L'islamisme nouveau, celui des frères musulmans par exemple, qui était une idéologie d'avant-garde dans les années 40, 50, 70, est maintenant est passé dans les masses, il le dit lui-même. Ce qui veut dire que majoritairement, l'islamisme est l'islam aujourd'hui dans le monde. Et il suffit de lire les productions de l'OCI, par exemple, de l'Organisation de la coopération islamique, pour s'en rendre compte. Ils n'ont pas de problème, les 57 chefs d'État des pays musulmans, à citer le Cheikh Qaradawi comme référence. Le Cheikh Al-Qaradawi, c'est un des maîtres à penser des frères musulmans. De toute façon, l'idéologie des frères musulmans est maintenant... l'idéologie des frères musulmans, c'est l'islam. Hein, c'est un islam renouvelé, réactualisé par rapport aux enjeux de la modernité, mais... Elle n'est pas différente de l'islam, elle s'appuie sur les mêmes textes, elle apporte la même vision du monde. C'est une machine de guerre, disons, pour la conquête. Nous allons faire une petite pause pour rappeler un certain nombre de choses à nos auditeurs. Et chers auditeurs, vous êtes bien sur le libre journal de Lumière et d'Espérance sur Radio Courtoisie, animé par le Père Viau et avec pour invité Odon Lafontaine, qui débattent sur le thème « Non au projet d'islam de France ». Et je propose une petite pause au Père Viau et à Odon en vous lisant une lettre écrite par Dominique Paoli-Latil, présidente de Radio Courtoisie, à l'attention des responsables collaborateurs et amis de Radio Courtoisie. Chers amis, une messe sera dite pour Jean Ferré, Serge de Beketch et tous les défunts de Radio Courtoisie, samedi 13 octobre 2018 à 11h en l'église Saint-Eugène, 4 bis rue Sainte-Cécile, dans le 9e arrondissement de Paris, accessible par le métro Bonne Nouvelle ou Grand Boulevard. Elle sera célébrée par l'abbé Guillaume de Tannouern, selon la forme extraordinaire du rite romain. Il est précieux de se retrouver une fois par an pour se recueillir à la pensée de ceux qui nous ont quittés, de ceux qui ont tant œuvré pour faire de Radio Courtoisie ce qu'elle est aujourd'hui. Recevez, chers amis, mon souvenir le plus amical. Merci. Effectivement, j'invite tous nos auditeurs qui le pourront à participer à cette messe en l'église Sainte-Cécile. Bien, nous reprenons donc notre propos. Nous restions restés sur les frères musulmans. Il y avait une question sur la franc-maçonnerie. Dites-le, parce qu'à propos de frères, justement, on parle des frères musulmans, oui. Faut quand même... Oui, mais la question était préciser que la franc-maçonnerie a des procédés de supprimer le catholicisme. Non, la franc-maçonnerie, d'abord quand on dit la franc-maçonnerie, ça veut rien dire. Il faut dire le Grand Orient de France, parce que il existe une maçonnerie traditionnelle, c'est celle qui est universelle, celle qui a ses correspondances dans le monde entier. Et je signale à notre auditeur que le Grand Orient de France
n'est reconnu par aucune obédience étrangère, et ce depuis 1877. Et que, bon, quelquefois, il tient des propos très anti-Église. Je pense pas qu'il aille jusqu'à vouloir détruire l'Église catholique, mais enfin, lui faire des ennuis, c'est certain. Il est derrière la loi de séparation des Églises et de l'État 1905. Bon, maintenant, vous savez, ça va, ça vient. Ça dépend des grands maîtres, ça dépend des fluctuations politiques. Ils n'ont pas vraiment un but de détruire, de dire du mal, oui, c'est sûr, d'ennuyer, c'est certain. Mais de détruire, bon, mais surtout ne dites pas à la franc-maçonnerie, c'est le Grand Orient de France et c'est cette élite latin. En revanche, alors, il y a d'autres frères, puisque c'est ça qui me fait penser quand même, dont les catholiques feraient mieux de se préoccuper, c'est les frères musulmans. Qui d'ailleurs se sont un petit peu bâtis sur le modèle maçonnique, mais qui n'ont rien à voir. Il y a eu quelquefois des frères musulmans qui étaient maçons et qui se sont inspirés de la maçonnerie pour ensuite faire leur affaire, mais que en aucun cas le groupement dit frères musulmans n'est reconnu comme étant une obédience maçonnique, et qu'un frère musulman, parce qu'il serait frère musulman, pourrait entrer dans une loge maçonnique. Je dois dire aussi que pour ce qui concerne la maçonnerie régulière, que j'ai quand même un peu connue, il est très difficile aujourd'hui, il serait très difficile à un musulman d'y entrer. Tout simplement parce que la maçonnerie postule que pour être maçon, il faut être libre. Et que la liberté en islam ne paraît pas évidente aujourd'hui, donc c'est très difficile. Et puis je crois qu'ils n'ont pas tellement envie d'y entrer parce que c'est perçu par les musulmans comme étant une organisation juive et américaine. Donc, là-dessus, moi je renverrai les auditeurs à notre livre La laïcité mère porteuse de l'islam, où on a analysé la genèse des frères musulmans, justement l'influence du système confrérique des soufis, et du fonctionnement en confrérie, et également des confréries de loges maçonniques, mais qui étaient celles d'Égypte, qui sont pas les mêmes que celles qu'on a en Europe, qui fonctionnent différemment, avec des buts différents. Mais c'est vrai que d'un point de vue fonctionnel, les frères musulmans se sont développés avec un système qui pourrait s'apparenter à celui des loges, avec des cellules en fait. C'est ça, exactement, voilà. Comme les cellules du Parti communiste. Voilà. Et effectivement, ça peut faciliter des infiltrations, des influences et autres. Voilà. Mais voir que la principale influence à l'œuvre chez les frères musulmans, c'est l'islam. Voilà. Et que là, l'islam a un but conquérant. C'est bien pour ça qu'il doit s'opposer au christianisme. Mais il suffit de lire les textes. Oui, c'est là où on est dans un déni de réalité complet en Occident. On refuse de lire la production des frères musulmans en particulier. Leurs textes sont accessibles. Joachim Veliokas, par exemple, a fait un petit livre très intéressant de recension et de sélection de textes des inspirateurs et des grands leaders des frères musulmans. Le fondateur Hassan el-Banna, de Saïd Qutb, par exemple, qui a théorisé le djihad offensif tous azimuts. Il faut s'y référer, en fait. Les frères musulmans dans le texte, je crois que ça s'appelle ce petit livre. Et puis, je dirais, de façon encore plus officielle, puisqu'on ne veut pas reconnaître l'islamité des frères musulmans, on va dire que c'est de l'islamisme. Il suffit de lire les productions de l'Organisation de la coopération islamique. 57 chefs d'État musulmans, on peut pas faire plus islamique que ça. Et leur production, mais suinte le suprématisme, l'impérialisme, la volonté d'abattre Rome, comme le prophète Mahomet l'aurait soi-disant prophétisé, en disant on aura Byzance un jour et après on aura Rome. Il faut lire ces textes, tout simplement. Moi, j'invite les auditeurs, par exemple, à écouter l'analyste Alexandre Delval, ou à lire son dernier livre, La stratégie de l'intimidation, où il a décortiqué ces textes-là et montré qu'il y a un aveuglement des Occidentaux, mais complètement criminel devant ce qu'est le projet de l'islam, ce qu'il a toujours été depuis des siècles et des siècles. Enfin, on parlait tout à l'heure des Hongrois et des Polonais. Certains Occidentaux n'ont pas oublié, ils se souviennent de ce que c'est. On peut essayer de comprendre pourquoi est-ce que nous, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suède, on a oublié cette réalité de l'islam conquérant et du projet qu'il a pour nous. On se croit toujours plus fort que les autres. Ça n'arrive qu'aux autres et on se croit toujours plus fort que les autres et que l'esprit français va faire que ça sera formidable et qu'on y arrivera parce que ce sera l'islam de France. Oui, je dis, et puis il y a les questions idéologiques. De toute façon, les religions sont les scories de l'histoire et elles n'ont pas elles n'ont pas d'avenir puisque nous on a raison en tant qu'hommes des Lumières. Et de fait, ça pave le chemin à toutes les initiatives d'islamisation que sont en fait, qu'est en fait le projet dit d'Islam de France. Parce que là, il faudrait qu'on rentre un peu dans le sujet.
toute cette opération de subversion, elle nous est présentée comme ayant pour but de lutter contre l'islamisme. Hakim El-Karoui ayant été soi-disant s'étant investi dans le sujet à cause du terrorisme de 2015. Mais qu'est-ce qu'il nous propose comme mesure pour lutter contre l'islamisme avec son islam de France ? Voilà, c'est ça qu'il faudrait... De la poudre de perlimpinpin, voilà, pour citer notre bon président. Concentrons-nous là-dessus. Il nous propose la création d'une association nationale cultuelle qui élirait un grand imam de France et qui aurait une autorité magistérielle. Donc vous voyez déjà, il se réfère à la loi 1905. Ah bah oui, c'est sûr que tu... Alors là, bien sûr, il veut faire les choses dans cet esprit. Il me semble tout de même, déjà, je vous interromps, c'est pour montrer qu'il y a quand même là un vide juridique et politique de la part de ceux qui sont chargés de veiller à ça en France. Tout à fait. On ne peut pas laisser dire et laisser faire cela. C'est-à-dire que comme si l'islam n'était qu'une religion. Et elle est donc créée des associations cultuelles. Comme il y a des associations cultuelles diocésaines catholiques, des cultuelles juives, des cultuelles protestantes. Non. Non, mais là il faut être très ferme, vous l'avez bien dit en introduction, vous le répétez maintenant. Il faut distinguer dans l'islam ce qui peut relever du seul culte, c'est-à-dire la prière du vendredi, les prières pour les grandes fêtes, c'est-à-dire les moments collectifs. Hein, parce que le vrai culte en islam, c'est la soumission de tous les instants à la loi de Dieu. Mais bon, légalement, politiquement, tout ce qu'on peut nous reconnaître comme culte, c'est ça, c'est la prière du vendredi. Éventuellement, les grands sacrifices collectifs pour la fête de l'Aïd. Mais là, il faut voir dans quelle mesure ça trouble pas l'ordre public. Mais le reste, par exemple, l'enseignement, la justice islamique, la représentation de puissances étrangères dans une mosquée, l'activisme politique, même au nom de ces puissances étrangères, tout ça, ça ne relève pas du culte. Ça relève des lois particulières qui s'occupent de l'enseignement, qui s'occupent de la diplomatie, qui s'occupent de la subversion politique. C'est-à-dire que si on doit officialiser la présence de l'islam en France, rendons au culte ce qui est occulte. Oui, mais alors justement, dans le seul culte, rendons à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. 1905, moi j'en reviens toujours à la loi parce que j'ai été obligé, c'est assez amusant parce que en tant que je fus président du consistoire luthérien, donc j'ai dû l'appliquer, la faire appliquer, veiller à ce qu'on l'applique bien, et maintenant je me retrouve catholique avec une autre vision parce que forcément les catholiques l'ont pas accepté tout de suite. Mais enfin, il y a une chose que je sais, c'est que il est absolument interdit, dans le cadre d'une association culturelle, qu'elle soit diocésaine ou paroissiale ou locale, de faire de la politique. Oui. Ou de faire autre chose que de la religion. Tout à fait, mais c'est dans le texte même de la loi de 1905. Ce qui veut dire que si on acceptait comme ça le projet de M. El-Karoui, déjà, ceux qui l'acceptent peuvent mettre un grand écriteau: imbécile, idiot, n'a rien compris. Oui, les principes de cette loi, que je porte pas forcément dans mon cœur non plus, mais enfin elle existe. Nombreux sont ceux qui s'assoient dessus. On a parlé tout à l'heure de l'Institut des cultures d'islam. Le premier à s'asseoir dessus, c'est quand même M. El-Karoui. Alors on le voit en tout cas avec cette proposition, parce que... Mais bon, il faut savoir également que dans son rapport de 2016, Un islam de France est possible, et c'est là où c'est intéressant, dans la fuite qui avait été faite sur Internet d'une présentation de ce rapport avant qu'il ne soit publié, il y avait des mesures qui préconisaient l'abrogation de la loi de 1905 et la nationalisation même des mosquées pour faire de l'islam une religion, d'État même. Alors ça, c'était la mesure extrême qui avait été envisagée en ce temps-là. Elle n'a pas été publiée dans le rapport, on n'en parle plus aujourd'hui, mais Monsieur El-Karoui et ses commanditaires avaient réfléchi à la possibilité de cette option-là, c'est-à-dire, grosso modo, faire de la France un État musulman, comme pouvait l'être par exemple l'Algérie sous administration coloniale. Et alors, donc poursuivons. L'Algérie musulmane sous administration coloniale. Poursuivons dans les poutres de Perlimpinpin. Donc l'association culturelle qui nommera un grand imam. Un grand imam. Donc l'association culturelle il ne serait admis dans cette association que les musulmans qui trouveraient gré aux yeux de Hakim El-Karoui, c'est-à-dire des musulmans soi-disant modérés. Et donc, ces musulmans soi-disant modérés éliraient un grand imam qui ne serait pas reconnu par la majorité des musulmans de France, puisqu'ils sont islamistes, comme le dit Karoui lui-même. Mais qui décréterait qu'un musulman est modéré ou pas modéré et peut faire partie de le grand imam. Ah, pardon. Non, évidemment, ça se mord la queue après. Oui, alors qui?
Eh ben justement, voilà, la question n'est pas résolue. On ne sait pas. Donc des autoproclamés. Ah bah tout est autoproclamé dans l'affaire. Tout est autoproclamé. Mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire que cette autorité même de révoquer un imam qu'on donnerait au grand imam de France, mais procéderait de quel principe? N'importe qui peut se proclamer imam. Il y a un glissement tout de même. On s'intéresse beaucoup au sens des mots à Radio Courtoisie. On a bien raison pour maintenir la langue française. Un imam, là, il y a un glissement plus que sémantique, parce que dire un grand imam de France, c'est assimiler un imam à un rabbin ou un prêtre. Mais c'est l'esprit. Ou un pasteur. Oui, c'est l'esprit. Oui, mais c'est pas ça. C'est sur le modèle, c'est celui du grand rabbin de France. Bah oui, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça, je suis bien d'accord, mais c'est l'esprit. Bah oui, vous voyez, on veut se servir de la fausse idée que se font les occidentaux de l'islam, c'est une religion, c'est comme le christianisme, c'est comme le judaïsme qu'on connaît en France, pour rentrer. C'est exactement ce qu'avait dit justement le cher Al-Qaradawi, je crois que c'était en 2000 ou 2002. Avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons. Avec nos lois coraniques, nous vous soumettrons. C'est le programme. Et donc là, nous sommes dans la phase colonisation. Le mot est employé dans les documents de l'OCI, en anglais, settlements. Excusez-moi pour le mot, mais il n'est pas traduit comme ça en français. On parle d'implantation, on parle on parle de communauté, mais on parle pas de colon. Le mot est un peu trop fort. Si vous traduisez, vous êtes absous. Bon, en tout cas, quand on parle de settler ou settlement en anglais, il s'agit bien de colon et de colonisation. Et ces textos, dans les documents de l'OCI, dans la fameuse stratégie de l'action islamique dans les pays non islamiques, qui détaille par le menu, comment dire, le soutien que les 57 pays musulmans doivent faire à l'œuvre d'islamisation de l'Europe principalement, par le biais de leur diaspora, qu'il faut soustraire à l'influence occidentale, soustraire à ce qui est considéré comme une agression contre eux. Hein. On parle de les immuniser. C'est-à-dire que devenir français en France, devenir allemand en Allemagne, ce serait, dans l'esprit musulman, subversif. Et une atteinte contre l'islam. Ça revient à ce qu'a dit Erdogan, je ne sais plus si c'était en France ou en Allemagne, mais il l'a dit à l'étranger, devant sa communauté, à savoir que, je crois que c'est en Allemagne, l'assimilation est un crime contre l'humanité, selon lui. C'est-à-dire que vous, Turcs qui avez immigré en Allemagne, votre devoir est de rester turc pour pouvoir influencer l'Allemagne, turquiser et islamiser l'Allemagne. Mais c'est la même chose en France, faut pas se leurrer. Et là, les formulations, j'en ai quelques-unes, elles sont... Oui, il faut le dire. Il faut absolument le dire. C'est pas exciter à la haine, mais il faut voir les choses en face. Non, il faut voir les choses en face. En fait, parce qu'il y a un déni de réalité complet. Des autruches, et en particulier des autruches de bénitier, pour reprendre mon expression d'il y a un an. Ben voilà. En fait, on a affaire avec l'islam au niveau mondial. Au niveau mondial, j'entends bien, parce qu'il peut y avoir des musulmans en France qui pourront vous dire, mais non, c'est pas ça l'islam. Mon vrai islam à moi, il est comme ci, comme ça. Mais les 57 pays musulmans et les 57 chefs d'État musulmans ont autrement plus de légitimité que tel penseur très valable du réformisme musulman en France, très intéressant. Je sais pas, je peux penser à Khaled Benchir par exemple, ou Rachid Benzine, qui sont des gens de valeur et avec qui on peut discuter et avec qui on pourrait faire des choses. Mais qu'est-ce qu'ils pèsent, hélas, ces gens-là, face à 57 pays musulmans, 1,6 milliard de musulmans, à la dynamique de l'islam et qui est exprimé dans ces documents. Mais dans ces documents, par exemple, on y va carrément en disant il y a un principe de différence des civilisations qui appelle à prendre conscience des fondements de la paix civilisationnelle islamique. Là, on y va carrément en disant qu'il y a des civilisations supérieures. Vous vous souvenez du scandale qui a eu lieu. Et particulièrement, on va s'intéresser à ce moment-là à l'éducation des enfants pour que les enfants reçoivent la vraie bonne éducation islamique, se sentent membres à part entière de la communauté islamique mondiale, par l'apprentissage de l'arabe classique notamment, parce qu'il s'agit, par exemple, et là je vais citer ce fameux stratégie de l'action islamique dans les pays non islamiques, de contribuer à garantir aux enfants des musulmans vivant en dehors du monde islamique une éducation équilibrée à la fois spirituelle et cognitive, afin de les protéger de l'invasion culturelle et de l'aliénation intellectuelle exercée par l'hégémonie de certains systèmes éducatifs. C'est-à-dire que quand on vit à l'étranger, on est aliéné, on a compris, on est en proie à une invasion culturelle.
Oui, mais nous avons. C'est-à-dire que, bon, là, on marche sur la tête. Il ne faut surtout pas s'assimiler à la France. Mais en quoi un immigré, quelqu'un qui a quitté son pays pour s'installer dans un autre pays, serait en proie à une invasion ? Oui. Mais quand je dis qu'on marche sur la tête, il y a un renversement complet des valeurs, en fait, là. Et si je poursuis, les enfants des communautés musulmanes s'exposent à un procédé méthodiquement conçu pour les imprégner des valeurs occidentales, horreur, et leur faire adopter la pensée, le comportement, les us et habitudes qui sont en corrélation avec ces valeurs. Bah oui, c'est ça l'immigration. C'est quand vous venez dans un autre pays, si vous êtes un immigré, bah vous vous assimilez, vous vous intégrez, ou alors vous êtes un colon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'entre-deux, quoi. Et les textes de l'OCI, donc validés par les 57 chefs d'État musulmans, mis en œuvre depuis, par exemple pour cette stratégie depuis l'an 2000, ils prennent pas de gants, ils montrent les choses comme elles sont. Et comme vous le dites, il faut voir la réalité en face, quoi. Et il y a eu un bel exemple d'intégration, et ça, il y a une question qui a été posée qui me paraît intéressante. Le bel exemple d'intégration, et on voit bien comment ça s'est fait, c'est celui des Juifs en France, où il y avait quand même en plus deux communautés séfarades, ashkénazes, et qui se mangeaient le nez, et Napoléon, donc c'était... Ça a attendu quand même. Il n'a pas pu le faire en 1802 comme pour les protestants. Mais c'était plus long, comme Louis XVI aussi avait voulu donner déjà avant. statut. C'est un processus très long. C'est un processus long, c'était très long. Les Juifs sont en France depuis plus de 2000 ans, bien plus de 2000 ans. Ils ont participé à la fondation de Marseille, par exemple. Ils étaient déjà là. Mais donc, quand même, ça a été plus difficile. Et on voit bien, les 12 questions posées par Napoléon en 1807, ils ont mis un an pour répondre sur la loi. Qu'est-ce qui prime ? Est-ce que c'est la loi française ou les lois pour les rabbins ? Pour vous ? Ben oui, qu'est-ce qui prime pour vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'il prime pour vous? Voilà. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait comprendre la question. Et finalement, finalement, les Juifs ont accepté ce consistoire, et on sait très bien que finalement, Napoléon a été aimé par et je crois qu'il faut que les Juifs le sachent, parce que j'ai entendu, en tant qu'aumônier national, les anciens combattants dire souvent des sottises en disant que que les Juifs devaient la liberté à la Révolution française. Non mais, Seigneur, comment peut-on dire une chose pareille? La Révolution française était elle était voltairienne, ou déiste comme Robespierre, mais ils étaient absolument contre tout ce qui venait de la Bible. Alors on a commencé par les chrétiens, et je pense qu'il y a aussi les rabbins, il y aurait eu droit. Bon, c'est tout, à la guillotine. Bon, en fait, la liberté vient de Napoléon. Elle vient bien sûr. de Napoléon. Et parce qu'il y a eu une assimilation. Alors, justement, question, parce que puisque les Juifs ont connu ce problème et qu'ils sont parfaitement assimilés, qu'ils ont leur place en France, c'est pour ça que moi je parle des fondements judéo-chrétiens de notre civilisation européenne et française, parce que... Oui. Faut quand même remettre les choses dans leur mesure. Oui. C'est comme le fameux pâté d'alouette et de cheval. C'est ça, ouais. Oui, mais enfin, au travers... Oui, mais... que ce soit au travers du judaïsme, de la synagogue, ou au travers de... Une alouette pour un cheval, on est d'accord. Oui, ou au travers de l'Église. Au travers de l'Église, je veux bien. Au travers de l'Église, je veux bien. Mais l'Église a véhiculé certains écrivains nous expliquent que c'est Maïmonide qui aurait inventé la langue française. Il faut quand même pas aller si loin, quoi. Pas Maïmonide... alors un rabbin qui était à Troyes au début du Moyen-Âge. Rachi, le grand Rachi, c'est un grand homme. Hein. Oui, c'est un grand homme, il a écrit en français, c'est le bouquin de Bernard-Henri Lévy, le dernier, on va le citer, quoi. Bon, il faut quand même remettre les choses, je dis, c'est le pâté de cheval et d'alouette, une alouette pour un cheval, quoi. Bon. Alors, lisez-nous cette question, justement, qui est un peu longue peut-être, mais intéressante. Oui, bien sûr. Alors, donc la question était la suivante. La solution ne constituerait-elle pas en une alliance entre les Juifs et tous les chrétiens contre l'islamisation de l'Occident, mais à condition d'avoir à la tête de l'Église catholique un pape qui ne proclame pas que les musulmans, je cite, sont nos frères dans le Christ, comme l'a dit le pape François, qui au nom de l'Évangile encourage l'immigration islamique en Europe. Alors moi je vois un petit peu deux thèmes dans cette question-là. C'est d'abord celle de la différenciation entre la religion, entre la différenciation que la loi pourrait faire entre les Juifs chrétiens d'un côté et les musulmans de l'autre, et puis la seconde question serait le rapport qu'a l'Église avec le dialogue avec l'islam, comment elle voit cette religion. Oui, alors, je voudrais tout de suite dire une chose, puis on va en venir à l'alliance entre les Juifs et les chrétiens. Mais je vais m'occuper du pape, s'il vous plaît. C'est mon rôle en tant que prêtre, de toute façon. Je pense que le pape François,
comme malheureusement qui est mort, le cardinal Torrent, qui était un homme remarquable et auquel je tiens à rendre hommage tout de même, parce que il a fait un énorme travail. Mais il faut quand même comprendre que quand on est le pape et quand on est le cardinal Torrent chargé du dialogue interreligieux, on ne peut pas tenir le même discours qu'un curé dans sa paroisse vis-à-vis ou même qu'un évêque, parce que on a en responsabilité tout un peuple chrétien qui est sous domination musulmane, par exemple, et que la moindre parole de travers, et c'est des gens qui risquent de se faire égorger. Ce n'est qu'une comparaison, mais après tout, je la fais parce que j'en ai assez d'entendre des bêtises et puis d'entendre aussi de voir des questions vraiment tellement stupides qu'on n'y répond pas, parce que l'émission n'est pas faite pour ça. C'est la situation de Pie XII avec les nazis. Hein, on a reproché au pape son silence, alors que c'est pas vrai. Il a dit des choses, mais il a surtout fait des choses. Mais quand on a affaire à des systèmes totalitaires, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit. Voilà. Et à ce mot de Pie XII, le martyre ne se décrète pas de Rome. Voilà. En laissant libre son épiscopat de réagir selon les lieux. Voilà. Oui, on n'est plus à l'époque d'Urbain II. Ben non, c'est comme ça. Voilà. Bon, alors, de grâce, puis je rappelle aussi qu'il n'est au pouvoir d'aucun catholique de juger le pape, surtout un laïc ou un prêtre. Pour les évêques ou les cardinaux, c'est une autre chose. Je ne suis ni évêque ni cardinal, donc je ne sais pas. Et simplement, je dis que un laïc ou un prêtre n'a pas le droit de juger le pape. Et puis un dernier point à propos de l'immigration. C'est vrai que le pape a demandé la miséricorde et a fait appel à la miséricorde pour les immigrés. Et écoutez, ça peut se comprendre, parce que s'il y a une voix dans le monde qui doit parler au nom de la miséricorde et de la pitié, c'est bien celle du vicaire du Christ, mais qu'il a aussi vu le danger et qu'il y a beaucoup d'autres des discours très récents que la presse s'est bien gardée de relayer et qui parlaient justement des possibilités d'accueil d'un pays et qu'un pays ne pouvait pas accueillir plus qu'il ne pouvait. Hein. Donc il y a eu des correctifs qui ont été apportés par le pape et qui montrent que tout de même il n'est pas c'est pas un agent de l'islam ou de la franc-maçonnerie pour rejoindre les lubies d'un certain nombre de gens qui sont obsédés par ça. Remarquez, ils sont obsédés par autre chose. Alors il faut voir ce qui est le plus grave. Dans un sens, je dirais que c'est je ne vais pas dire que c'est le problème de Vatican II, mais vous allez voir. On ne considère plus l'Église pour ce qu'elle est, à savoir une Église apostolique. Moi qui suis catholique romain, mon chef, c'est d'abord Monseigneur Aupetit, puisque je suis d'une catholique dans le diocèse de Paris. Et c'est par Monseigneur Aupetit que je suis en communion avec l'évêque de Rome, le pape, et comme ça avec tous les catholiques du monde. Absolument. Donc quand le pape parle, d'une certaine façon, j'attends que Monseigneur Aupetit répercute. Voilà. Comme il l'a fait, par exemple, il n'y a pas très longtemps, avec sa lettre aux catholiques de Paris, à propos de la lettre du pape au peuple de Dieu sur les affaires d'abus sexuels. Et donc, de fait, en fait, quand on écoute directement la parole du pape, il faut faire très attention. Nous ne sommes pas, nous, des Romains. Le pape n'est pas notre évêque. Et nous n'avons pas sa parole en direct. Elle passe par des médias qui filtrent, qui mettent en avant certaines paroles, qui en occultent d'autres, qui nous expliquent pas, par exemple, quelle était, je sais pas moi, j'ai acheté un livre qui recueille les sermons du pape avant qu'il ne soit pape, sur ces questions de nation et d'identité, où on voit que c'est en opposition complète avec certaines de ces autres paroles qui ont été mises abusivement en avant. Et détachées d'un contexte. Je veux pas non plus le défendre mordicus, parce qu'il peut y avoir des positions délicates et autres. Je ne veux pas déplorer non plus le sujet de votre prochaine émission. Vous en parlerez en conclusion. Mais bon, quoi qu'il en soit, revenons peut-être à notre sujet qui était maintenant, revenons une alliance entre les Juifs et les chrétiens. Mais, à tout le moins, les Juifs et les chrétiens sont quand même fondés à donner leur avis sur l'implantation de l'islam en France, vu que l'islam a un projet pour eux. On en a parlé tout à l'heure. Oui, il y a un projet la dimitude ou la mort, c'est à peu près ça. Hein. Alors évidemment, on pourra toujours aujourd'hui
Aujourd'hui, c'est plus la dimitude ou la mort, mais c'est quand même la persécution ou la persécution, quoi, grosso modo. Si vous êtes chrétien en terre d'islam, par exemple en Égypte, vous vivez la persécution. Vous n'avez pas le droit d'être délégué de classe quand vous êtes gamin, vous n'avez pas le droit d'avoir certaines fonctions politiques. Les femmes chrétiennes sont régulièrement attrapées, violées, mariées de force. On brûle de temps en temps des églises, on fait de temps en temps des pogroms. Et ça se passe de l'autre côté de la Méditerranée, dans un pays qui est le pays des intellectuels de l'islam, l'Égypte. La Turquie a purifié son territoire de ces chrétiens. Il y avait de 20 à 30% de chrétiens dans l'Empire ottoman du milieu du 19e siècle. Dans la Turquie actuelle, il y en a quoi, 0,02%, quelque chose comme ça. Ils ont été massacrés, faut pas l'oublier. Donc nous chrétiens, on a quand même et avec les juifs qui ont subi plus ou moins le même sort, on a des choses à dire, quoi. Et on en a d'autant plus que on a développé la laïcité, la vraie laïcité chrétienne. C'est-à-dire l'explication. Nous l'avons expliqué dans notre livre. Voilà, c'est notre livre Laïcité, mère porteuse de l'islam, et c'est d'ailleurs notre conclusion sur le fait que ceux qui sont en mesure de comprendre la laïcité, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs qui, dans une certaine mesure, l'ont développé par ailleurs, doivent aider le monde à faire la part des choses entre ce qui peut relever de Dieu et ce qui relève de l'organisation des hommes. Alors pour l'islam, ça sera très compliqué, puisqu'en islam, tout relève de la loi divine, censément. Évidemment, les choses peuvent être adaptées, elles l'ont été par la force des choses, mais actuellement, on assiste quand même à un raidissement de l'islam consécutif à cause notamment de sa mise en cause par la modernité, et puis de sa mise en cause peut-être même plus large que ça, par les recherches historiques, par tout plein de... par les recherches historiques, par la soumission des pays musulmans à la logique marchande, à la logique occidentale. De fait, il y a une mise en cause comme on n'a jamais vu ça, et il y a énormément de musulmans qui quittent l'islam secrètement, qui deviennent apostats, voire qui se convertissent au christianisme, mais dans des proportions inédites. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. Bon, quoi qu'il en soit, je pense moi qu'il revient justement à ceux qui comprennent la laïcité, la laïcité, la saine laïcité, la vraie laïcité, pas la laïcité agressive, le laïcisme anti-religieux qui a été mis en œuvre en France, d'aider les musulmans, d'aider le monde à mieux vivre en fait. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas avec le projet d'Islam de France qu'on va y arriver. Oui, mais justement, moi je m'étonne. Alors. Peut-être que j'écoute mal les infos, mais je m'étonne par exemple du silence juif là-dessus. Je n'ai pas tellement lu, peut-être mais je parle des autorités religieuses, parce que c'est un intellectuel juif où il y a des gens. Oui, il y a eu des pétitions, il y a eu des livres. Oui, mais par exemple la pétition dans laquelle il y a des amis juifs que je connais bien, que j'aime bien, de supprimer les versets du Coran, ce que vous voulez. Non, pas de supprimer. Non, il était question de frapper d'obsolescence. D'obsolescence. C'est ne pas connaître, ne pas comprendre la logique des musulmans eux-mêmes. Non, on peut pas. Moi, je leur demanderais pas ça, mais c'est une question on pourrait interpréter, voilà. Oui. Oui, voilà. Je reviens donc à la question de notre auditeur sur une collaboration avec les autorités religieuses juives. Est-ce que ça vous paraît possible ? Moi, je pense que, je l'appelle de mes voeux, je viens d'en parler là, mais en fait, ça n'est plus possible. Éventuellement, il y a 25 ans. Oui. Il y avait des voix peut-être à l'époque pour le demander. Aujourd'hui, on a passé ce stade. On est avec une très forte communauté musulmane. Elle est mesurée à 6 millions à peu près par Hakim El Karoui. Vraisemblablement, c'est beaucoup plus que ça. Et alors, ce qui est un peu triste, là maintenant, je le dis au micro, mais je l'ai dit à des amis juifs, je regrette qu'on développe cette idée du retour en Israël. Oui, parce que c'est une manière de démissionner. Oui, c'est une forme de démission. Parce que puis je pose la question aux Français. Nous n'avons pas Israël, alors nous irons où, à Rome? C'est petit le Vatican. C'était la question soulevée dans le dernier livre de Houellebecq, Soumission.
le héros du livre qui finit par se convertir à l'islam avait une relation avec une femme d'origine juive qui, elle, justement, face aux événements dus à l'islamisation du pays dans le livre, finissait par partir en Israël. Mais j'aimerais bien, mon père, parce que là je trouve qu'on s'éloigne un peu du sujet du projet de l'Islam de France, revenir à quelque chose que je trouve fondamental dans la critique du projet proposé par Karoui, c'est son absence complète de mesures coercitives vis-à-vis de l'islamisme. Voilà un projet dont on nous dit qu'il est la réponse à l'islamisme, et il n'y a aucune préconisation en matière de fermeture de mosquées salafistes, de renvoi de prêcheurs de haine et autres, mais même beaucoup plus. Il n'y a aucune préconisation en matière de rupture ou d'admonestation des puissances musulmanes qui diffusent les pires doctrines. On peut penser à l'Arabie Saoudite, avec lequel Karoui propose de travailler pour justement lutter contre l'islamisme. On en est quand même loin aujourd'hui d'une Arabie Saoudite entre guillemets modérée, quoi. Mais au contraire, on a en France l'Arabie Saoudite qui finance la Ligue islamique mondiale et qui a des implantations, des centres culturels. Nous avons les frères musulmans qui ont des instituts de formation, des mosquées. Rien, aucune mesure n'est prévue dans le plan Karoui contre ces gens-là. Et c'est le salafisme derrière tout ce monde-là. C'est le salafisme. Ce qu'on appelle le salafisme, c'est quelque chose de très très large. C'est le retour à l'islam des pieux anciens, des premiers compagnons de Mahomet et des premières générations. En fait. Oui, qui lapide les femmes adultères. Oui. Oui. Enfin, là, on est dans la mythologie de toute façon, mais c'est pas très. Enfin, bon. Mais oui, bien sûr. Mais bon, vous savez, les frères musulmans, par exemple, sont tout à fait capables de mettre de l'eau dans leur vin, comme leur prédicateur Tariq Ramadan l'avait fait, en disant que on pourrait faire un moratoire jusqu'à temps que les conditions soient remplies, c'est-à-dire que l'État musulman soit rétabli et qu'un calife éventuellement, pour qu'on puisse appliquer la loi musulmane dans toute sa rigueur. Mais revenons à ça. C'est quand même quelque chose qui est une espèce d'arlésienne, les Anglais parlent de l'éléphant dans la pièce, en disant il y a un éléphant dans la pièce, personne n'en parle et pourtant il y a un éléphant, quoi. C'est-à-dire qu'on veut lutter contre l'islamisme sans lutter contre l'islamisme. On ne va pas, on va pas faire fermer par exemple l'institut de Château-Chinon des frères musulmans. On va pas taper du poing sur la table dans les relations. Alors, est-ce qu'il va pas vous répondre? Il me fait l'avocat du diable, c'est le rôle de l'État. Moi, j'ai pas proposé ça. Ah il a beau jeu. Il aurait beau jeu de le faire, vu que son rapport et ses préconisations sont d'impliquer l'État dans l'islam. Sont d'impliquer l'État dans le fait de faire apprendre l'arabe aux enfants, de former les imams, de former des aumôniers en école. Donc non, on peut pas se réfugier derrière ça. Donc il va de soi que l'État... Il y a une tartufferie sans nom à dire on va lutter contre l'islamisme, mais en fait on lutte pas. En fait on lutte pas, c'est-à-dire qu'on va donner les clés, l'État va accompagner la création d'une structure pérenne avec son financement, avec son institutionnalisation en France, et on va en donner les clés à qui? Aux islamistes. Et d'ailleurs, c'est ce qui se pressent. C'est pas dit dans les rapports, mais il serait question, comme candidat au poste de grand imam, d'avoir l'inénarrable Tariq Obrou, frère musulman de son État. Oui, et donc on a compris derrière... L'imam de Bordeaux. Voilà, l'imam de Bordeaux, grand ami d'Alain Juppé. À qui, paraît-il... Grand coupeur de langue. Oui, il y a une grande polémique sur la grande mosquée de Bordeaux, qui, paraît-il... Moi, on m'a montré des plans, mais il paraît que ça n'existe pas, que c'est pas vrai. Écoutez, moi je sais, pour connaître un chercheur, un islamologue, Jean-Jacques Walter, que Tariq Obrou, via Alain Juppé, fait pression sur l'université de Bordeaux pour que certaines thématiques ne soient pas investiguées, parce qu'elles pourraient nuire à la crédibilité de l'islam. Jean-Jacques Walter a travaillé une thèse, finalement, avec Madame Urvois à Toulouse, sur l'étude informatique du Coran. Donc on voit bien qu'on n'a pas affaire là, à des démocrates, à des républicains même, si on veut, et encore moins à des Français, quoi. Donc ce projet d'Islam de France, il faut le dire comme il est. Si on reprend même les formulations de Monsieur El Karoui, c'est un projet qui nous est forcé avec des procédés malhonnêtes de coercition, qui sont ceux que dénonçait Alexandre Delval, dont on parlait tout à l'heure, la stratégie d'intimidation. On nous met en avant l'islamisme, c'est la stratégie dite des coupeurs de tête et des coupeurs de langue. Tariq Obrou, coupeur de langue,
Et les coupeurs de tête, c'est pas dur. On les a armés et financés quand il s'agissait de faire la guerre contre Bachar el-Assad. Bon. Alors, conclusion. Comment conclure? Parce que c'est tout de même... Bon, nous sommes contre ce projet, mais il y a 6 millions de musulmans en France, peut-être 7. Ah oui. Il faut bien trouver une solution. Nous évoquions lors de la dernière émission avec Alain Wagner le préalable de l'abandon de la charia. Bon. Elle ne pourra pas être abandonnée, c'est pas possible. Oui, voilà. Alors, de la même façon qu'on ne réforme pas le Coran, abandonner la charia, c'est détruire l'islam. Réformer le Coran, c'est détruire l'islam. On peut pas demander aux musulmans de détruire l'islam. Bon, alors justement, moi je vous suis tout à fait là-dessus. Je pense que cette formule, effectivement, on peut leur demander, mais c'est. Faut comprendre la nature de la demande. Je veux dire. Mais alors plutôt que de faire du son caractère impossible, on pourrait leur demander d'adhérer à un certain nombre de valeurs qui sont contre la charia. C'était une préconisation qu'on avait faite tous deux dans une petite note qu'on a diffusée cet été, où on disait qu'il fallait réenchanter le rêve français, pour parler comme certains politiques. Revenir en fait à une politique de puissance française qui soit capable de se donner comme horizon aux musulmans. Un petit peu comme ce qui avait été le cas pendant l'Empire, où la France est un horizon possible pour les musulmans. On peut penser justement aux troupes coloniales, par exemple, et aux épopées militaires des musulmans dans l'armée française. On peut penser à certaines personnalités, encore aujourd'hui. Là, ce matin, moi, j'ai vu Malik Bezou, par exemple, un musulman converti à la France par la lecture de Bossuet, par l'héritage en fait culturel, littéraire de la France. Mais pour ça, en fait, il faudrait que la France, d'une certaine façon, redevienne la France, quoi, et qu'elle s'assume en tant que ce qu'elle est, avec son héritage, avec ses racines qu'on dise qu'il y a un héritage français, une culture française, une civilisation française. Voilà. Et il faut savoir que quand bien même on arriverait à mener cette politique de puissance et à donner la France comme horizon musulman, quand bien même on aurait, par exemple, surmonté l'effroyable chose qui a été faite aux Français musulmans à la fin de la guerre d'Algérie, par exemple, et dont ils se souviennent très bien. C'est-à-dire que si quand même on arriverait à rétablir la confiance, ça ne concernerait pas tous les musulmans. Certains musulmans feraient le choix de la France, mais d'autres non. Si je reprends l'exemple de l'Algérie, en Algérie, il y avait ce choix qui était donné aux musulmans, vous faites le choix de la France ou pas. Les musulmans du FLN ont fait le choix de l'islamisme, parce que le FLN, il ne faut pas l'oublier, au cœur de son programme, c'est l'islamisme, et d'autres ne l'ont pas fait. Et donc aujourd'hui, même dans le meilleur des scénarios possibles, avec des hommes politiques géniaux, providentiels, des nouvelles Jeanne d'Arc ou autres, nous aurons quand même à traiter une violence endémique, à traiter la subversion, à traiter... nous sommes aujourd'hui... On n'évitera pas la violence, on a passé ce stade depuis longtemps, hélas. Oui. On n'évitera peut-être pas la partition, on n'évitera peut-être pas des problèmes très graves. Donc il ne faut pas se leurrer, en fait. En tout cas, plus on attend, plus on aggrave le problème, de toute façon. Plus on aggrave le problème. Et on pourrait même se poser la question et interpeller les musulmans, moi je le fais. À qui le crime profite, en fait ? Est-ce que les 6, 7, 10 millions de musulmans de France profiteront des violences et du chaos qui est en train d'être semé ? Est-ce que la France en profitera ? Certainement pas. Qui excite les uns contre les autres ? Qui finance le comité contre l'islamophobie, par exemple ? On peut penser à Georges Soros, l'inénarrable Georges Soros, qui finance via ses fondations ce genre de choses, dans le même temps qu'il finance les Femen. Et on comprend bien derrière, et il faut interpeller les musulmans sur ce sujet-là, qu'il y a des puissances mauvaises à l'œuvre, et que les musulmans sont très souvent manipulés par ces puissances-là, à cause de l'islam, en raison de l'islam. Ces gens-là connaissent très bien l'islam et savent s'en servir. Et faut montrer aux musulmans...
la réalité, enfin de la situation. Il faut leur montrer où mène leur comportement. Il faut leur montrer que l'islam de fait les manipule. Hein. Voilà. Et donc pour ça, avoir des gens qui sont compétents et donc faire appel à des islamologues aussi compétents. Alors la fois prochaine, nous resterons encore avec les questions de l'islam. Ce sera, nous recevrons Monsieur Joachim Veliokas, qui a écrit un livre, l'Église face à l'islam, enfin l'attitude de l'Église face à l'islam, et qui nous parlera de ce livre qui est extrêmement intéressant. Et je vous dis donc à dimanche 30 septembre pour la prochaine émission. 30. On ne sera pas, dans 4 semaines. Oui, on ne sera pas. C'est bien le 28, donc à dimanche 28 octobre.